Ma sœur a dit à tout le monde que j'avais volé 6,500 $ dans le coffre de maman. Papa a hurlé, sors d'ici, sale voleur menteur. Tu n'es qu'un poids mort pour cette famille. Mes parents m'ont mis à la porte, sans me laisser m'expliquer. Ils n'avaient aucune idée que je payais ces frais de scolarité, et le découvert de leur hypothèque. Chaque mois. J'ai fait mes valises, je suis parti, et j'ai annulé tous les paiements. 2 jours plus tard, maman a lu une enveloppe, puis s'est tournée vers ma sœur, le visage blême. La tache d'huile sur ma botte gauche était encore fraîche. Quand je suis entré dans la cuisine de mes parents et que j'ai trouvé le coffre-fort grand ouvert. Lester était debout. Jeanne était assise à table, les 2 mains posées bien à plat sur la surface. De la manière dont elle s'assied quand elle a déjà accepté quelque chose qu'elle ne veut pas dire à voix haute. Brenna était adossée au réfrigérateur, les bras croisés. Avec une expression sur son visage que j'avais déjà vue, mais jamais dirigée contre moi. La pièce sentait le café, et autre chose. Quelque chose qui avait déjà été décidé avant mon arrivée. Lester n'a pas attendu que je pose mes clés. 6,5 cents ont disparu du coffre. Tu avais une clé de cette maison. Tu étais là mardi. J'ai regardé le coffre. La petite boîte inifugée que mes parents gardaient dans le placard de leur chambre se trouvait maintenant sur le comptoir de la cuisine, la porte grande ouverte et rien à l'intérieur. Je n'avais pas ouvert ce coffre depuis plus d'1 an. La dernière fois que je l'ai touché, c'était pour remettre la liste des contacts d'urgence de Jeanne à l'intérieur. Après qu'elle m'ait demandé de la mettre à jour avec le numéro de Moira, notre avocate de famille. C'était il y a 14 mois. Je n'ai rien pris dans ce coffre. Brenna s'est décollée du réfrigérateur. Il y avait des marques d'huile sur la poignée de la porte du placard. Comme si quelqu'un avait travaillé sur un moteur et ne s'était pas lavé les mains. Elle a regardé mes bottes, puis mes mains. Elle a laissé le silence s'installer juste assez longtemps pour que Lester le comble. Ce timing n'était pas un hasard. Je ne l'ai pas vu à ce moment-là. Je le vois maintenant. Lester s'est rapproché. Son visage était rouge à partir de la mâchoire. Comme il l'est quand il s'est déjà engagé dans une version des faits et ne peut pas se permettre d'avoir tort. Il travaillait à l'entrepôt d'un centre de distribution pour 31 000 $ par an. Et il n'avait pas eu d'augmentation depuis 4 ans. Chaque dollar qui disparaissait de ce coffre était un dollar qu'il mesurait à l'aune des heures qu'il passait sur un quai de chargement. Je comprenais ce calcul. Je vivais ce calcul. La différence entre nous, c'est que je faisais le calcul pour sa famille, pas pour la mienne. Tu répares des camions pour gagner ta vie. Tu n'as même pas pu finir une année à l'université communautaire. Brenna se construit un avenir. Et toi? Tu étais dans une fosse à changer l'huile pour des gens qui ne connaîtront jamais ton nom. Maintenant, tu voles dans le coffre. Il a pointé la porte. Poids mort. Tu as toujours été un poids mort. Les mots ont atterri comme il le voulait. Chacun d'eux était calibré pour la version spécifique de moi qu'il avait construite dans sa tête. Depuis des années. Le décrocheur. Le mécano. Le fils qui n'est devenu rien qui vaille la peine d'être mentionné à Thanksgiving. Il a dit ça devant Jean et Brenna. Dans la cuisine où je m'étais assis à cette même table pour signer les formulaires de paiement automatique de leur hypothèque. Et aucune d'elles n'a bougé. J'ai regardé Jean. Elle fixait toujours la table. Ses mains n'avaient pas bougé. Elle n'a pas levé les yeux vers moi, et j'ai compris dans ce silence. Exactement où était ma place dans cette maison. Pas au milieu. Même pas en bas. Nulle part. Je n'étais nulle part dans cette cuisine, et la femme qui m'avait appelé il y a 2 ans. La voix brisée, pour me demander si je pouvais aider avec l'hypothèque. Étudier maintenant les veines du bois. Comme si elle détenait la réponse à quelque chose qu'elle n'était pas assez courageuse pour dire à voix haute. Brenna a posé une main sur l'épaule de Jean. Le geste était si parfaitement synchronisé, si précisément mis en scène, qu'il ressemblait à de l'inquiétude. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était un saut.
Elle fermait la bouche de Jean avant que celle-ci ne puisse l'ouvrir pour poser la seule question qui aurait pu changer le cours de cette scène. Dal, peux-tu le prouver? Je n'ai pas discuté. Pour discuter, il faut que quelqu'un de l'autre côté soit prêt à entendre l'argument. Et cette personne n'était pas dans cette pièce. J'avais passé 19 ans dans cette maison à apprendre la différence entre une conversation et une condamnation. Et ceci était une condamnation. Le verdict était tombé avant même que je franchisse la porte. Brenna s'en était assurée. J'ai marché jusqu'à l'arrière de la maison. Dans la chambre qui avait été la mienne jusqu'à mes 19 ans. Le lit était encore fait de la dernière fois que j'étais resté. Un matelas une place avec une couette que Jean avait acheté quand j'avais 14 ans. Mon diplôme de fin d'études secondaires était toujours sur le mur au-dessus du bureau. Juste à côté du certificat encadré de mon programme de mécanique diesel. Lester n'avait jamais mentionné ce certificat, pas une seule fois. J'ai sorti mon sac de sport de l'étagère du placard et j'y ai mis les vêtements que je gardais là pour les nuits. Le chargeur de téléphone sur la table de chevet, et une paire de gants de travail de rechange. Puis j'ai pris l'enveloppe de la poche latérale du sac où je l'avais placé 2 jours plus tôt. Scellée, couleur manille. Assez épaisse pour qu'on puisse sentir la pile de papier à l'intérieur sans l'ouvrir. Je transportais cette enveloppe dans mon camion depuis 2 semaines. Attendant le bon moment pour la donner à Jean et lui dire, nous devons parler de Brenna. Le moment n'est jamais venu comme je l'imaginais. Il est venu comme ça, à la place. Je suis retourné dans la cuisine. Lester se tenait toujours au même endroit, les bras croisés, le torse bombé. Occupant l'espace comme le font les hommes qui confondent volume et autorité. Brenna s'était déplacée à la table et était assise à côté de Jean. Sa main toujours sur l'épaule de notre mère. J'ai posé l'enveloppe sur le comptoir, à côté du coffre ouvert, sans un mot. Pas d'étiquette, pas d'explication. J'ai ramassé mes clés et me suis dirigé vers la porte de côté. Lester a dit une dernière chose alors que je franchissais le seuil. Ne reviens pas avant d'être prêt à dire la vérité. J'ai refermé la porte derrière moi, j'ai chargé le sac dans la benne de mon camion. Et je me suis assis au volant, les 2 mains sur le volant. Ma gamelle en fer blanc était sur le siège passager où je l'avais laissée ce matin-là. Après mon service. Je l'ai regardé longuement avant de tourner la clé de contact. Si votre propre famille vous a déjà regardé comme si vous étiez le problème qu'ils attendaient de nommer. Alors vous savez déjà pourquoi cette histoire est importante. Bienvenue à Family Secret Health. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et restez. Car ce que cette enveloppe a fait à ma famille au cours des 8 jours suivants a réécrit tous ceux qu'ils pensaient savoir sur qui portait qui. Le temps que j'arrive sur le parking de Jess. J'avais déjà ouvert mon application bancaire et annulé le virement automatique. 850 $ par mois. Disparu. Le virement qui avait maintenu l'hypothèque de mes parents à jour pendant 24 mois consécutifs s'est terminé par un écran de confirmation et un code d'autorisation à 6 chiffres. Je suis resté assis dans le camion, à regarder ce code. Et j'ai senti le poids de ce que je venais de faire s'installer dans un endroit derrière mes côtes. Un endroit dont j'ignorais l'existence jusqu'à ce moment. J'ai apporté le sac et la gamelle à l'intérieur. Jess était assis sur le canapé, mangeant des céréales à 16 heures. Toujours dans le même jean qu'il portait à l'atelier ce matin-là. Il a regardé le sac, a regardé mon visage, et n'a pas posé une seule question. Il a posé une bière sur la table basse, devant le coussin vide, et a recommencé à manger. C'était Jess. Nous avions travaillé dans le même atelier diesel pendant 6 ans. Les épaules plongées dans les mêmes moteurs. Et il comprenait la logique mécanique des mauvaises situations. De la même manière qu'il comprenait un injecteur défaillant. On ne parle pas pendant que le système a encore des ratés. On attend. Puis on diagnostique. 1 heure plus tard, assis sur le canapé, la bière intacte et mes bottes encore aux pieds. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Pas tout. Juste l'accusation. Le coffre. Le discours de Lester. Le regard sur le visage de Jean. Et le fait que j'avais laissé l'enveloppe. Jess a posé son bol dans l'évier, a pris les clés de son camion et s'est dirigé vers la porte.
Où tu vas? Ta boîte à outils est encore dans leur garage. Et les trucs sur l'étagère au-dessus de l'établi. Jess, tu n'es pas obligé de faire ça ce soir. Il était déjà dehors. Il a conduit jusqu'à la maison de mes parents et est entré par la porte latérale du garage, qui n'a jamais été verrouillée en 20 ans. Il a pris ma boîte à outils rouge et la gamelle de l'étagère au-dessus de l'établi. Lester a ouvert la porte arrière pendant que Jess chargeait la benne du camion. Ils se sont tenus à 3 mètres l'un de l'autre, dans la lumière de l'allée. Lester a regardé la boîte à outils, puis Jess. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Et il est rentré à l'intérieur sans dire un mot. Il n'y avait rien à dire. La boîte à outils pesait 40 kg, et Jess l'avait sortie d'une seule main. Il est revenu, est entré, a posé ma gamelle sur mes genoux et a dit: « Tes gants sont dans la boîte à outils. Le service commence à 6 heures. » J'ai tenu la gamelle en fer blanc, mais je ne l'ai pas ouverte. Lester me l'avait donnée quand j'avais 16 ans. Le jour où j'ai commencé mon premier job à temps partiel dans un magasin de pneus de l'autre côté de la ville. Bosselé, vert olive, avec un fermoir qui coince si on n'appuie pas dessus exactement comme il faut. Il me l'avait tendu dans l'allée et avait dit: « Un homme qui travaille dur mérite de manger. » C'était il y a 11 ans. Je l'avais emporté à chaque service depuis, à travers 3 ateliers et 2 villes. Et je nourrissais sa famille depuis lors. J'aurais dû arrêter de payer le semestre où Brenna ne m'a pas appelé pour mon anniversaire. C'était il y a 1 an. Je le sais maintenant. Mais Jean m'avait demandé une fois au téléphone, tard un mardi. Et sa voix s'était brisée sur le mot « en retard », et je n'ai pas pu dire non à cette voix brisée. Alors, j'ai mis en place le virement. 850 $ par mois pour le découvert de l'hypothèque, virement direct, automatique, invisible. Puis Brenna a commencé l'université, et Jean a rappelé. Et cette fois la voix s'est brisée sur le mot « scolarité », et j'ai accepté de payer ça aussi. 4,2 cents $ par semestre, viré directement au bureau du trésorier de l'université, sous mon nom. Je gagnais 54 000 $ par an en tournant des clés sur des poids lourds diesel dans un atelier de flotte commerciale. Et une fois que je déduisais le loyer, le paiement du camion, la nourriture, l'assurance et tout ce que j'envoyais à cette maison, il me restait environ 300 $ par mois. Ma petite amie est partie il y a 8 mois. Elle a dit que je construisais la maison de tout le monde sauf la nôtre. Elle avait raison, et je n'avais pas une seule phrase qui puisse rivaliser avec la vérité de cela. Je suis mécanicien diesel. Je travaille sur des moteurs qui transportent des marchandises à travers le pays. Des semi-remorques qui transportent des charges assez lourdes pour casser des essieux si les tolérances sont mauvaises. Mon travail consiste à mesurer ce qui tient et ce qui cède. Je mesure le couple, la compression, le jeu, l'usure. Je mesure si une pièce peut tenir une saison de plus. Ou si elle a déjà commencé à lâcher sans même le savoir. J'avais mesuré les finances de ma famille de la même manière pendant 2 ans. En surveillant les chiffres, en suivant ce qui entrait et ce qui sortait. Et ce que j'ai vu dans ces chiffres, c'était un système qui fonctionnait sur une seule bonne pièce. Moi. 24 mois de supplément d'hypothèque, 4 semestres de frais de scolarité. Des courses quand le frigo était vide. Une réparation de chaudière en janvier qui m'a coûté un week-end d'heures supplémentaires. Des pneus neufs pour le camion de Lester parce que la bande de roulement était usée et qu'il conduisait Jean à ses services de caissière sur des routes qui gelaient en février. Le total était de 41,000 $. Je connaissais le chiffre parce que je l'avais écrit sur un morceau de papier, je l'avais entouré. Et je l'avais mis dans cette enveloppe. Avec 24 reçus de dépôt et 4 confirmations de paiement des frais de scolarité. Cette enveloppe n'était pas une lettre d'adieu. C'était un reçu pour tout ce que j'avais donné à une famille qui venait de me traiter de voleur. Lundi matin, 2e jour. Jean essuyait le comptoir de la cuisine quand elle a trouvé l'enveloppe derrière la cafetière. Où elle avait glissé pendant la nuit. Elle m'a dit plus tard qu'elle avait failli la jeter. Elle ne l'a pas fait. Elle l'a ouverte, s'attendant à une note, peut-être des excuses, peut-être une explication. Au lieu de cela, elle a sorti une pile de bordereaux de dépôt bancaire. Chacun montrant un virement de mon compte au leur,
$850, daté du 1er de chaque mois. Pendant 2 ans. Derrière ceci se trouvaient 4 confirmations de paiement du bureau du trésorier de l'université. Chacune montrant $200 payés pour les frais de scolarité de Brenna, sous mon nom. Et derrière cela, une seule page manuscrite avec chaque paiement listé, catégorisé et totalisé. Le nombre en bas était entouré au stylo noir, $41,000. Jean s'est assise à la même table où elle avait regardé Lester me mettre à la porte 2 jours plus tôt. Elle s'est assise sur la même chaise, faisant face à la même direction. Avec le coffre toujours sur le comptoir derrière elle. Elle a lu chaque reçu. Elle a tourné chaque page lentement, les tenant par les bords. De la manière dont les gens tiennent les documents quand ils ont peur que les toucher trop fermement ne changent ce qu'ils disent. Elle m'a dit plus tard qu'elle s'était arrêtée au 7e reçu et avait mis sa tête dans ses mains. Puis elle s'était redressée et avait continué à lire, parce qu'elle me devait au moins ça. Quand elle a terminé, elle est revenue au premier reçu et les a tous relus. La deuxième fois. Elle a commencé à faire correspondre les dates de mes bordereaux de dépôt avec les dates de ses relevés bancaires. Ce qu'elle gardait dans un tiroir de la cuisine, et chacun d'entre eux correspondait. Je sais tout cela parce qu'elle me l'a dit 3 semaines plus tard. Et sa voix quand elle me l'a dit était plate. D'une manière que je n'avais jamais entendue chez elle. Pas triste. Pas coupable. Plate. Comme le sol après que quelque chose de lourd a été traîné dessus et que les marques sont encore fraîches. Elle m'a appelé à 10h14 du matin. J'ai répondu à la deuxième sonnerie, mais je n'ai pas dit bonjour en premier. Dalle. Sa voix était fine. Est-ce que c'est vrai? Oui. Pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit? Je n'aurais pas dû avoir à le faire. La ligne était silencieuse. Je pouvais entendre sa respiration et l'horloge sur le mur de leur cuisine. Qui avance de 2 minutes depuis aussi longtemps que je me souvienne. Appelle le bureau des inscriptions à l'université. Renseigne-toi sur le statut d'inscription de Brenna. À temps plein ou à temps partiel. Le numéro est sur la dernière page des confirmations de scolarité. J'ai raccroché. C'était toute la conversation. Pas de réconfort, pas de rassurance, pas de promesse que les choses s'arrangeraient. Les choses n'allaient pas s'arranger. Et prétendre le contraire aurait été un paiement de plus que je faisais à une famille qui ne m'a jamais demandé comment je me le permettais. Le jour suivant, mardi, je suis allé au poste de police avant mon service et j'ai déposé une plainte. Vol de 6,5 cents dans un coffre-fort résidentiel. Dépôt de fausses déclarations. J'ai donné à l'officier le nom complet de Brenna, sa relation avec le titulaire du compte. Et la chronologie des événements. Il a tout tapé dans son système, a fait une pause. Et m'a demandé si j'étais sûr de vouloir porter plainte contre un membre de ma famille. J'ai dit, oui. Il a demandé si je comprenais qu'un membre de la famille pouvait contester la plainte. J'ai dit que je comprenais, et j'ai glissé la carte de visite de Moira sur le bureau. Il a regardé la carte, m'a regardé, et a terminé le rapport sans autre question. Il m'a donné un numéro de dossier et m'a dit de faire un suivi dans une semaine. Moira était au téléphone avec moi depuis dimanche, le lendemain de mon expulsion. Je l'avais rencontrée il y a 2 ans quand elle avait géré un litige de privilège pour un ami de l'atelier. Et elle m'avait donné son numéro en me disant d'appeler si j'avais un jour besoin de quelqu'un qui connaissait le droit civil de la famille. C'était le genre de personne qui demandait ce que vous pouviez prouver. Au lieu de comment vous vous sentiez. Quand je l'ai appelée dimanche et que j'ai décrit ce qui s'était passé. Elle est restée silencieuse pendant environ 10 secondes, puis a dit, on peut travailler avec ça. Elle a envoyé une demande officielle de documents à la banque ce même mardi. Demandant l'historique complet des transactions de la carte de débit de Jean pour le mois de septembre. Nous savions déjà tous les deux ce que les documents montreraient. Il s'agissait de constituer un dossier, pas de trouver une surprise. J'ai aussi annulé le virement du supplément d'hypothèque cette nuit-là. Le premier paiement manqué arriverait à la banque dans 3 semaines. Maintenant, c'est ici que l'histoire prend un tournant, et si vous avez suivi Family Secret Health. Vous savez que la première trahison n'est presque jamais la dernière.
Ce que Jean a découvert en appelant le bureau des inscriptions de l'université était pire que l'argent du coffre. Brenna était inscrite à 6 crédits, pas 15. Elle était passée à temps partiel il y a 2 semestres, discrètement, sans le dire à personne. Les frais de scolarité à temps plein étaient de 4,2 cents par semestre, que je payais en totalité. À temps partiel, c'était 1,4 cents. La différence, de 800 $ par semestre, avait été remboursée par l'université sur un compte étudiant que Brenna contrôlait. 2 semestres. 600 $ de mon argent, envoyé à une école pour des cours qu'elle ne suivait pas. Et le trop perçu déposé directement dans sa poche. Jean a confronté Brenna à la maison ce soir-là. Je n'étais pas là, mais Jean m'a raconté ce qui s'est passé. Et je rapporte ces mots aussi fidèlement que possible. Elle a fait asseoir Brenna à la table de la cuisine et a posé les confirmations de scolarité devant elle. Une par une, comme des cartes distribuées. 4,2 cents payés. 4,2 cents payés. 4,2 cents payés. 4,2 cents payés. Puis elle a posé la confirmation du bureau des inscriptions à côté. 6 crédits. Temps partiel. Et elle a attendu. La défense de Brenna est venue par couches, chacune plus mince que la précédente. Premièrement, les cours étaient trop difficiles. Elle était dépassée. Elle allait se réinscrire à temps plein le semestre suivant et tout arranger. Elle avait déjà parlé à son conseiller. C'était un plan. Deuxièmement, l'argent du remboursement était temporaire. Elle le gardait sur un compte d'épargne. Elle allait rendre chaque dollar. Quand Jean a demandé à voir le compte d'épargne, Brenna est devenue silencieuse. Puis la troisième couche, Rudy avait des difficultés. Il avait perdu son emploi en mai. Elle avait couvert son loyer et ses courses parce qu'il n'avait nulle part où aller. Et le trop perçu des frais de scolarité était le seul argent qu'elle avait que personne ne suivait. Elle l'a dit comme si c'était une explication. C'était une confession. Chaque réponse contredisait la précédente. Et Jean a assisté à tout cela comme elle avait assisté au discours de Lester 4 jours plus tôt. Les mains à plat sur la table, regardant sa famille s'effondrer une histoire à la fois. Jean lui a demandé directement, « As-tu dit à ton père que Dal avait volé dans le coffre ?» Brenna n'a pas répondu pendant un long moment. Il allait découvrir pour les frais de scolarité. La prochaine facture arrivait dans 3 semaines. Et Dal m'avait posé des questions sur ma charge de cours. Il m'a même demandé quelle note j'avais eu en statistique. Je n'ai jamais suivi de cours de statistique. Il aurait appelé l'école. Et il lui aurait tout dit. J'avais besoin qu'il soit loin de cette maison avant que ça n'arrive. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être en colère contre ma sœur et que j'ai commencé à la comprendre. Pas à pardonner. À comprendre. La fausse accusation n'était pas de la cruauté, et ce n'était pas une impulsion. C'était une frappe préventive et calculée de la part de quelqu'un qui menait une fraude et qui voyait les murs se refermer. Elle avait besoin que la seule personne qui prêtait attention soit écartée avant que l'épreuve ne fasse surface d'elle-même. J'ai découvert les dépenses 3 semaines avant que tout cela n'arrive. L'iPad de la famille était sur le comptoir de la cuisine lors d'une visite dominicale. L'écran était encore allumé, et Brenna avait laissé son compte Venmo connecté. Je ne fouinais pas. J'ai pris l'iPad pour vérifier la météo, et le fil d'actualité Venmo était juste là. Des frais de voyage à la plage datant d'un week-end où elle avait dit à Jean qu'elle étudiait pour les partiels. Des notes de bar dans un endroit à 300 km du campus. 3 paiements à une annonce de location au nom de Rudy. Chacun avec la mention « loyer » dans la ligne de mémo. Les frais totalisaient plus que ce qu'une étudiante à temps partiel sans emploi aurait dû pouvoir dépenser en un mois. Je n'ai rien dit ce jour-là. Ce n'est pas ma façon de faire. Quand un moteur diesel commence à afficher des codes d'erreur, on ne devine pas. On extrait les données, on lit les journaux, on suit le circuit. J'ai pris des captures d'écran de chaque transaction, je les ai sauvegardées sur mon téléphone. Et j'ai commencé à poser des questions à Brenna la fois suivante où je l'ai vue. 2 petites questions. Quel cours elle suivait ce semestre?
Quel manuel elle avait besoin pour son cours de statistique? Si elle aimait son emploi du temps du mardi-jeudi. Elle est devenue nerveuse à la 3e question et a changé de sujet. Et cela m'a confirmé tout ce que les captures d'écran avaient suggéré. J'ai appelé moi-même le bureau des inscriptions de l'université le lundi suivant. J'ai donné mon nom, confirmé que j'étais le payeur sur le compte. Et j'ai demandé le statut d'inscription. La registraire m'a dit que Brenna était inscrite à 6 crédits, à temps partiel. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. J'allais confronter Brenna au prochain dîner de famille. Elle a frappé la première. Les captures d'écran, la confirmation de la registraire. Et chaque reçu de dépôt que j'avais sont allés dans l'enveloppe. Le jeudi, 5e jour, j'avais signé un bail pour un studio. 1,2 cents pour la caution, le premier et le dernier mois. L'endroit était petit, une pièce avec un comptoir de cuisine, une salle de bain. Et une fenêtre qui donnait à l'est. La propriétaire m'a donné 2 clés. Et je suis resté un moment dans l'appartement vide après son départ, regardant les murs. Le comptoir nu, le sol propre. C'était le premier espace que je louais qui ne subventionnait pas la vie de quelqu'un d'autre. Chaque dollar de loyer allait à mon plafond, mes murs, ma serrure sur ma porte. Ce même après-midi, Moira a appelé. Les relevés bancaires de sa demande officielle étaient arrivés. 3 retraits au distributeur automatique avec la carte de débit de Jean sur un seul week-end. Totalisant 500 $. Les lieux de retrait étaient une station-service à 60 km au sud. Un distributeur dans une agence bancaire d'une ville balnéaire. Et une supérette sur l'autoroute côtière. Les dates correspondaient au week-end où Brenna et Rudy étaient allés à la côte. Le même week-end où Brenna avait dit à Jean qu'elle restait sur le campus pour étudier. Brenna avait la carte parce que Jean la lui avait donnée 2 mois plus tôt pour faire des courses. Et ne l'avait jamais redemandée. Je n'ai jamais eu cette carte. Je n'ai jamais eu accès à ce compte. Les relevés bancaires prouvaient qu'il était même impossible pour moi d'avoir fait ces retraits. Je me suis assis dans mon nouvel appartement. Avec l'imprimé de la banque sur le comptoir de la cuisine, lisant chaque ligne de retrait. Et je n'ai rien ressenti de reconnaissable. Pas de soulagement, pas de justification. Juste la certitude plate que chaque reçu dans cette enveloppe était tombé dans le bon ordre et avait fait exactement ce que j'attendais de lui. Le système a fonctionné. Les preuves ont parlé. Et la famille qui m'appelait un poids mort était sur le point de découvrir ce que l'on ressent sans moi pour soutenir le plancher. Vendredi, 6e jour. Moira a rédigé la lettre de mise en demeure. 12,100 $ de restitution totale. 6,5 cents du coffre, 5,6 cents de fraude aux frais de scolarité. La lettre incluait le numéro de dossier du rapport de police, un résumé daté des preuves. Et un délai de 14 jours pour le paiement intégral. Je l'ai lu 2 fois dans le bureau de Moira, je l'ai approuvé. Et je lui ai dit que je voulais qu'elle soit signifiée chez Léona dimanche. Ce même jour, la colocataire de Brenna à l'université a appelé Jean. Elle avait couvert les absences de Brenna pendant 2 semestres. La marquant présente dans une section de laboratoire partagé. Et transférant des notes de cours pour des classes auxquelles Brenna n'assistait jamais. Elle a dit à Jean qu'elle arrêtait de couvrir. Et qu'elle voulait que Jean l'entende d'elle avant que la propre enquête de l'université ne signale l'écart. Samedi. Lester m'a appelé. Sa voix était différente. Pas plus douce, pas apologétique, mais le volume était plus bas. Comme le bruit d'une machine après qu'on a coupé la pression du carburant. Il m'a demandé de venir parler. Je lui ai dit que je serais au dîner de Léona demain. Il n'a pas répondu pendant un long moment, puis il a dit « bien ». Ce seul mot portait plus de poids que tout son discours dans la cuisine. Dimanche, 8e jour. La salle à manger de Léona. J'ai failli appeler Brenna cette nuit-là, avant le dîner. J'avais mon téléphone à la main, son nom sur l'écran, et j'étais prêt à lui poser une question. Est-ce que quelque chose était réel? Les nouvelles des cours, la photo qu'elle m'a textée de manuels empilés sur son bureau de dortoir. L'appel où elle m'a demandé de lui expliquer comment fonctionnaient les intérêts composés parce qu'elle l'étudiait en économie. Mais ensuite,
J'ai regardé les 24 reçus de dépôt alignés sur la table de la cuisine en 2 rangées de 12. Et j'ai posé le téléphone. Les reçus répondaient à la question mieux qu'elle ne l'aurait jamais fait. La maison de Léona sentait le pain à l'ail et le rôti de bœuf. 7 personnes autour de la table, Léona et son mari aux extrémités, Jean et Lester d'un côté. Brenna et Rudy de l'autre, et une chaise vide entre Léona et Jean. C'était la chaise que Léona avait préparée pour moi. Je suis entré après que tout le monde se soit assis. Brenna m'a vu la première. Sa fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche alors qu'elle la posait lentement. Avec un soin qui n'avait rien à voir avec les bonnes manières. Rudy a regardé Brenna, puis moi, puis son assiette. Lester a commencé à se lever. « Assieds-toi » ai-je dit. J'ai tiré la chaise et je me suis assis. J'ai sorti un document plié de la poche de ma veste et l'ai posé, face cachée, sur la table à côté de mon verre d'eau. Léona n'a pas demandé ce qu'était le papier. Elle m'avait invité spécifiquement parce que Jean l'avait appelé vendredi et lui avait dit ce que l'enveloppe contenait. Léona savait. Elle n'était pas neutre. Elle était un témoin qui avait préparé une chaise pour le verdict. J'ai regardé Brenna. Tu as dit à Lester que j'avais volé 500 $ dans le coffre. C'est un faux rapport de police en attente. Et il a déjà été déposé. J'ai porté plainte mardi. Le numéro de dossier est sur le papier devant moi. J'ai gardé mes mains à plat sur la table. Tu as retiré cet argent toi-même en utilisant la carte de débit de Jean lors de 3 transactions au distributeur le week-end où tu es allé à la côte avec Rudy. Les relevés bancaires confirment les dates. Le numéro de la carte, et chaque lieu de retrait. C'est du vol. La bouche de Brenna s'est ouverte. La chaise de Rudy a reculé. Tu es passé à une inscription à temps partiel il y a 2 semestres et tu as empoché 800 $ par semestre de différence sur les frais de scolarité. Que je payais directement au trésorier sur mon propre salaire. C'est de la fraude. Le bureau des inscriptions de l'université a confirmé ton statut à Jean lundi. J'ai regardé Lester. Tu m'as mis à la porte de cette maison sur sa parole. Tu ne m'as pas posé une seule question. Tu n'as pas cherché d'empreinte sur le coffre. Tu n'as pas vérifié l'historique de la voiture. Tu n'as même pas demandé à Brenna pourquoi elle était si certaine que c'était moi. Tu m'as traité de poids mort. Je me suis tourné vers la table entière. Le mari de Léona avait posé son couteau et sa fourchette et avait croisé les bras. La main droite de Jean couvrait sa bouche. Léona regardait Brenna avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. Quelque chose entre la pitié et le dégoût. Papa m'a traité de poids mort. Il a dit que j'étais dans une fosse à changer l'huile pour des gens qui ne connaîtraient jamais mon nom. Voici ce que fait un poids mort. Un poids mort a payé votre hypothèque pendant 2 ans. 850 $ par mois, 24 virements. Tous documentés. Un poids mort a payé les frais de scolarité de Brenna pendant 4 semestres. 200 $ à chaque fois, confirmé par le trésorier. Un poids mort a couvert une chaudière, des courses, des pneus de camion, et chaque trou que cette famille ne pouvait pas combler par elle-même. 41 000 $. C'est ce qu'un poids mort a porté. Brenna a essayé. Sa voix est sortie plus faible que je ne l'avais jamais entendue, fine sur les bords. Comme un fil qui a été trop tendu. J'allais le rembourser. Je le jure. C'était censé être temporaire. J'avais juste besoin de temps. Tu m'as accusé pour que je sois parti avant que la prochaine facture de scolarité ne te démasque. La prochaine facture était due dans 3 semaines. Tu avais déjà commencé à me demander d'arrêter. D'appeler au sujet de tes cours. Tu m'as accusé de vol pour protéger une fraude que tu menais depuis 2 semestres. Ce n'est pas temporaire. C'est calculé. Le mari de Léona a expiré par le nez et a secoué la tête une fois. Jean s'est agrippé au bord de la table. Rudy fixait ses propres mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. J'ai pris le papier plié et l'ai ouvert à plat sur la table pour que tout le monde puisse voir. L'entête.
Ceci est une mise en demeure formelle de mon avocate, Moira Cassel. 12. 100 $. Restitution totale pour le vol du coffre et la fraude aux frais de scolarité. 6. 500 $ plus 5, 600 $. Vous avez 14 jours à partir d'aujourd'hui. Si le montant total n'est pas payé, Moira engagera une poursuite civile pour recouvrement. Et le rapport de police que j'ai déposé mardi passera à l'étape suivante. Ce n'est pas une discussion. Le numéro de dossier est imprimé en haut. J'ai lu les paragraphes clés à voix haute, un par un. De la même voix que j'utilise pour lire les résultats de diagnostic à un chef d'atelier. Pas d'emphase. Pas de drame. Juste les chiffres et les délais. Quand j'ai fini, la pièce était silencieuse. Le mari de Léona s'est adossé à sa chaise, les bras croisés. J'en pleurais sans bruit, des larmes coulant sur son visage et tombant sur le set de table. Elle ne les essuyait pas. Le visage de Lester était passé du rouge à une couleur grisâtre que j'avais déjà vue une fois. Le jour où la banque avait appelé au sujet de l'avis de défaut il y a 2 ans et qu'il avait dû passer le téléphone à Jean parce qu'il ne pouvait pas parler. Lester s'est levé. Sa chaise a raclé le sol si fort que Léona a sursauté et la main de Jean s'est resserrée sur le bord de la table. Il a planté ses 2 mains à plat sur le bois et s'est penché en avant, et pendant un instant. Il avait exactement le même air que dans la cuisine samedi. Grand, bruyant et sûr de lui. Mais la pièce était différente maintenant. Le public était différent. Les faits étaient sur la table devant cette personne, imprimés sur du papier à en-tête d'avocat. Et le volume n'allait pas les faire replier. Tu veux jouer à ça? Très bien. J'appellerai ton atelier dès lundi matin. Je leur dirai quel genre de fils traîne sa propre famille en justice. Voyons combien de temps tu garderas ce travail quand ton patron entendra ce que tu nous as fait. Léona a regardé Lester comme une enseignante regarde un élève qui vient de donner la mauvaise réponse devant toute la classe. Elle n'a rien dit. Elle n'en a pas eu besoin. J'ai failli céder quand Lester a dit ça. Pendant une demi-seconde. J'ai vu l'homme qui m'avait tendu une gamelle en fer blanc dans une allée il y a 11 ans et m'avait dit qu'un homme qui travaille dur mérite de manger. Je voulais que cet homme existe encore quelque part derrière celui qui menaçait d'appeler mon employeur parce que sa fille s'était fait prendre et que sa fierté ne pouvait pas survivre au fait d'avoir eu tort 2 fois en une semaine. Mais il n'était pas là. Cet homme était parti depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Et la seule preuve qu'il ait jamais existé se trouvait sur mon comptoir de cuisine à 40 minutes de là. Bosselé et vert olive, et préparé pour un service dont il ne se soucierait jamais. Tu m'as traité de poids mort. Mon poids mort a versé 41 000 $ dans cette maison. Le paiement s'est arrêté le jour où tu as choisi son mensonge plutôt que mon nom. Léona a posé sa serviette sur la table. Personne n'a bougé. J'ai fini, ai-je dit à la table, pas à une personne en particulier. Parce que la dette était partagée. Plus de paiement d'hypothèque. Plus de frais de scolarité. Plus de courses. Plus d'argent pour les pneus. Plus d'appels pour la chaudière à 2 heures du matin. C'est le dernier dollar? La dernière faveur. Et la dernière fois que je m'assois à une table pour expliquer ce que j'ai fait pour cette famille. J'ai regardé Lester. Appelle mon atelier si tu veux. Mon patron me connaît depuis 6 ans. Il te demandera comment va ton hypothèque. Et tu n'auras pas de réponse pour lui. J'ai regardé Brenna. 14 jours. Si Moira n'a pas la totalité des 100 $ d'ici là. La plainte est déposée et le rapport de police avance. Ce n'est pas une négociation. C'est un calendrier. Les mains de Brenna ont glissé de la table à ses genoux. Sa main droite tremblait. Un petit tremblement visible qu'elle a essayé d'arrêter en pressant ses paumes l'une contre l'autre. Son menton est tombé vers sa poitrine. Sa respiration est devenue superficielle. 3 courtes inspirations suivies d'une respiration retenue qu'elle a laissé échapper lentement. Par le nez. Le genre de respiration que les gens ont quand ils essaient de ne pas pleurer et qu'ils perdent la bataille. Elle a repoussé sa chaise de la table sans se lever, ses épaules se courbant vers l'avant.
Ses yeux fixés sur un point quelque part en dessous du bord de la nappe. Elle n'a pas regardé Rudy. Elle n'a pas regardé Jean ou Lester. Elle n'a regardé rien. La façon dont les gens regardent quand la version d'eux-mêmes qu'ils ont jouée pendant des années vient d'être retirée de la scène devant tous ceux qu'ils connaissent. Et qu'ils ne savent pas encore qui reste en dessous. Léona s'est levée. Elle a pris l'assiette de Brenna, puis celle de Rudy. Elle les a emmenés à la cuisine sans se presser. Quand elle est revenue, elle a d'abord regardé Rudy. « Tu n'es plus le bienvenu à cette table. » Puis elle a regardé Brenna. « Tu peux utiliser la porte de côté. » Rudy s'est levé immédiatement, attrapant sa veste sur le dossier de la chaise. Brenna n'a pas bougé pendant un long moment. Puis elle s'est levée en s'appuyant sur le bord de la table. A pris son sac à main sur le dossier de la chaise. Et est sortie par la porte de côté sans se retourner. Rudy a suivi. Le mari de Léona a fermé la porte derrière eux et l'a verrouillée. J'ai failli laisser tomber quand la voix de Jean s'est brisée de l'autre côté de la table. La même fine cassure que j'avais entendue au téléphone il y a 2 ans quand elle m'avait demandé de l'aide pour l'hypothèque. Ce son m'avait déjà coûté 41,000 $. J'ai baissé les yeux sur la mise en demeure sur la table, sur le nombre 12. Sans imprimer dans l'entête, et j'ai plié le papier et l'ai glissé dans la poche de ma veste. La voix brisée n'allait pas fonctionner 2 fois. Je suis resté 10 minutes de plus. Personne n'a parlé. Léona m'a apporté une assiette sans demander. J'ai mangé quelques bouchées de rôti. Lester s'est rassis sur sa chaise et n'a regardé ni moi, ni Jean, ni rien du tout. Jean a plié sa serviette en un petit carré et l'a tenue. J'ai remercié Léona, je me suis levé, et je suis rentré à mon appartement. Les retombées sont arrivées comme le font les conséquences quand elles se sont accumulées derrière. Un mur que quelqu'un d'autre soutenait. Chaque paiement que j'avais fait n'était pas seulement de l'argent. C'était une structure. Enlevez-la, et tout le système commence à pencher. Lentement au début, puis plus vite que quiconque à l'intérieur ne peut s'adapter. Jour 10. L'avis de retard de l'hypothèque est arrivé dans une enveloppe blanche de la banque. Adressé à Lester et Jean, marqué d'une bande rouge sur le bord supérieur. Jean m'a dit plus tard que Lester est allé à la boîte aux lettres, l'a ouverte. A lu les 3 premières lignes, puis est resté là à tenir l'enveloppe pendant un long moment. Regardant la rue, pas la lettre. Il n'avait pas fait un paiement hypothécaire complet par lui-même depuis plus de 2 ans. Le salaire de caissière de Jean couvrait les courses et les factures. Mais 850 $ était la différence entre à jour et en souffrance, et sans eux. Le découvert était immédiat, et le délai de grâce de la banque était de 30 jours. Brenna a essayé de s'inscrire pour le semestre de printemps. Le compte de l'université était gelé. Il y avait un blocage administratif lié à un solde impayé et à un examen de son statut d'inscription. Elle ne pouvait pas s'inscrire, ne pouvait pas accéder à son relevé de notes. Et ne pouvait pas transférer de crédit. Le système qu'elle avait exploité l'avait exclue. La colocataire de Brenna a cessé de la couvrir. Elle a raconté à 2 autres étudiants de leur laboratoire commun ce qui se passait. Et à la fin de la semaine, Brenna mangeait seule. Elle n'a pas été invitée au Thanksgiving de Léona. Léona l'a dit directement à Jean, et Jean me l'a rapporté plus tard, « J'aime ta fille. Mais elle n'est pas la bienvenue chez moi tant qu'elle n'aura pas payé à ton fils ce qu'elle lui doit. » Je sais ce que Brenna a fait la nuit après le dîner de Léona. Parce que Jean me l'a dit 3 semaines plus tard. Lors du seul appel téléphonique auquel j'ai répondu en entier. Brenna s'est assise par terre dans son appartement, son téléphone dans les 2 mains. Elle a ouvert un message pour moi. A tapé, « Je suis désolé, et s'est arrêté. » L'a effacé. L'a retapé. L'a effacé à nouveau. Une 3e fois. Les 3 mêmes mots. Le même effacement. Elle a fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Puis a posé le téléphone face contre la moquette et est restée assise là, les genoux relevés. Elle n'a jamais terminé la phrase. Jour 14. Un samedi matin. Mon studio. La lumière entrait tôt par la fenêtre et se posait sur le comptoir de la cuisine où se trouvait ma gamelle en fer blanc. Prête pour le service de lundi.
Vert olive, bosselé au coin. Le fermoir coinçant toujours à moins d'appuyer dessus avec le pouce sous le bon angle. Le café refroidissait à côté. L'appartement était silencieux d'une manière que la maison de mes parents n'avait jamais été. Pas vide, juste clair. Quelque part en ville, Lester lisait un deuxième avis de la banque. Brenna essayait de calculer comment trouver 12,100 $ sans revenu et avec un relevé de notes gelées. La maison que j'avais soutenue avec des virements automatiques et des chèques manuscrits pendant 2 ans commençait à pencher. Et les gens à l'intérieur commençaient tout juste à comprendre que la personne qu'ils avaient mise à la porte était la seule chose qui maintenait les murs droits. Cette boîte signifiait autrefois une chose. Lester, debout dans une allée, l'attendant à un gamin de 16 ans qui commençait son premier travail. 10 ans, un homme qui travaille dur mérite de manger. Pendant 11 ans. Je l'ai emporté à chaque service parce que je croyais l'homme qui me l'avait donné. Ce samedi matin, assis dans une cuisine qui était la mienne et seulement la mienne. Elle signifiait quelque chose de différent. Elle signifiait que je la préparais moi-même. Je gagnais ce qu'il y avait à l'intérieur. Et l'homme qui me l'a tendue ne décide plus de ce qu'elle signifie. J'ai fermé le fermoir, j'ai appuyé jusqu'à ce qu'il clique. Et je l'ai posé près de la porte pour lundi. Si cette histoire vous a rappelé quelque chose que vous portez. Ou si vous savez ce que c'est que d'être celui qui maintient tout ensemble pendant que les gens que vous soutenez vous traitent de problèmes. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous à Family Secret Tales pour plus d'histoires comme celle-ci. Et laissez un commentaire me disant ce que vous auriez fait à cette table de cuisine. Je les lis tous, un par un.